suis Fabienne Bichet, je suis directrice de casting depuis longtemps, mais je ne l'ai pas toujours été. J'ai aussi eu d'autres métiers avant. Je n'avais même jamais envisagé d'être directrice de casting. J'ai travaillé dans un hôpital avant. J'ai travaillé aux soins palliatifs et j'ai toujours voulu être infirmière. J'ai grandi avec l'idée d'être infirmière. J'étais très bien quand je travaillais à l'hôpital. Les malades m'aimaient beaucoup, je leur rendais bien. Et si je n'avais pas été renvoyée de l'hôpital, je serais toujours dans un hôpital. Mais quand je travaillais là-bas, j'ai vu un jour un tournage au château de Fontainebleau. Et je me suis dit, tiens, il y a des vies amusantes, il y a des vies plus légères que d'autres, mais je ne savais pas que ça me rattraperait un jour. Et puis, donc après l'hôpital, j'ai une amie qui m'a dit, viens faire l'hôtesse à Paris. J'ai fait 3 fois l'hôtesse. Le responsable des hôtesses m'a dit, toi, tu vas pas faire l'hôtesse, tu vas t'occuper de trouver les hôtesses. C'était déjà un petit chemin vers ce que je suis aujourd'hui. J'ai travaillé pour la famille Beltoise. Donc j'ai fait toutes les courses automobiles, toutes les courses de Formule 1 où j'amenais les hôtesses. Après, j'ai travaillé sur les courses de offshore avec Didier Pironi, où j'amenais toujours les hôtesses aussi. Et un jour, je me suis dit que toutes les jolies robes, toutes les jeunes filles que j'avais vues dans les jolies robes sur ce décor de film, les hôtesses que je faisais travailler pouvaient aussi faire ça. Et j'ai commencé à faire le porte-à-porte des productions. Enfin, je suis allée à un kiosque à journaux, on m'a informé de l'existence du film français, et j'ai fait le porte-à-porte des productions en disant, voilà, j'ai un fichier d'hôtesse, est-ce que je vous intéresse? La première production m'a dit, pas du tout, nous on cherche des enfants. J'ai rangé mon fichier d'hôtesse, j'ai fait les sorties d'école, je parlais aux mamans, j'embarquais leurs enfants, je les présentais à la production, ça allait pas, je les ramenais chez eux. J'ai commencé comme ça. Après, il y a eu un autre film où pareil, mon fichier d'hôtesse, ça ne les intéressait pas du tout. Eux, ils cherchaient 20 vieilles femmes pour tourner nues dans un hammam. C'était le film de Charlotte Dubreuil, Ma chérie. Et quand vous croyez que... quand vous ne connaissez pas les choses, quand vous croyez que tout est possible, tout devient possible. Donc, je suis allée à la Coupole parce que je savais qu'il y avait des femmes riches, désœuvrées, qui devaient sûrement fréquenter les hammams, qui dansaient dans les bals de l'après-midi à la Coupole. Donc, je suis allée danser avec les mamies à la Coupole et j'ai trouvé mes 20 vieilles dames pour ce décor. Payées pas grand-chose en plus. Et la production après, vu la performance et mon envie de travailler dans ce métier, la production après, le producteur a dit « Je vais te garder avec moi, je fais le film de François Truffaut, Le Dernier Métro, et c'est toi qui vas t'occuper de tout le casting figuration de ce film. » Et ça a été ma première grande expérience de cinéma. J'étais jamais allée au cinéma avant de travailler dans le cinéma. Et donc j'avais un gros retard culturel. Alors je suis allée tout de suite au Festival de Cannes. Je voyais 4 films par jour. De toute façon, j'avais rien d'autre à faire. Je connaissais personne. J'étais invitée nulle part. Et c'était dans les années 80. C'était au début des années 80. Et je me suis rendu compte que le monde ne s'arrêtait pas à la France, que j'allais apprendre beaucoup à travers le cinéma. Ça a fait mon bonheur. Ça a fait la richesse de ma vie. Et j'ai plus jamais lâché le cinéma. Pendant 10 ans, j'ai fait du casting figuration. J'ai fait des très gros films. Je travaillais avec Polanski, Mauro Bolognini, enfin, tous les plus gros films qui venaient à Paris. Je me souviens avec Diane Curis, j'ai fait un camp de concentration à Perpignan avec 500 femmes dans un camp. Je me rappelle d'expériences très amusantes aussi à Compiègne. Évidemment, comme j'ai appris à travailler toute seule, j'ai appris l'organisation toute seule aussi. Et quand j'étais plus jeune, mais heureusement j'étais plus jeune, je travaillais 15 heures par jour pour compenser le fait que j'avais une organisation qui était un peu limite. J'étais intimidée par les réalisateurs, donc je les approchais pas trop. Je les observais, je les regardais travailler, mais je me laissais impressionner et je me sentais infiniment petite. J'ai toujours eu des rapports très faciles avec les gens. Ça n'a jamais été un problème pour moi d'arriver dans une ville et 3 jours après, d'avoir 500 personnes derrière moi. C'est peut-être inhérent à mon expérience de vie à l'hôpital, à mon parcours personnel, enfin je ne sais pas, mais c'est facile pour moi. Ça, c'est facile. Qu'est-ce
qu'est-ce que je pourrais vous dire? Un mauvais souvenir. Alors c'est à la fois un bon souvenir et un mauvais souvenir. Quand j'ai travaillé sur le film, c'était quoi ce film d'ailleurs? C'était un film américain, Le champ de course de Compiègne. J'avais 1000 figurants, il fallait remplir le champ de course. Et je n'avais pas vu le décor avant, donc je n'avais pas envisagé que tous les figurants pouvaient arriver par des portes différentes. Et j'avais des figurants pour le coiffure-maquillage qui arrivaient à 5 heures, d'autres à 6 heures, d'autres à 7 heures. Et en arrivant sur place, les gens arrivaient par toutes les portes, ils allaient directement aux coiffures, au maquillage. Je ne savais pas si j'en avais 500, 300. Au moment de distribuer les salaires, c'était affreux. J'étais brouillon. C'était un film américain, je ne parlais pas anglais, je me faisais engueuler. Et curieusement, en parlant pas anglais, je comprenais parfaitement ce qu'on me disait. Ça, c'est un mauvais souvenir. Oui, émotionnellement, pouf. Oui. Et en même temps, c'était pas un si mauvais souvenir que ça, parce que arrivé sur ce film-là, pareil, à un moment donné, on tournait dans une église, et j'avais, je ne sais, pareil, 300 ou 500 personnes à qui on avait appris une chanson. Et quand vous voyez tous ces gens chanter dans l'église que vous ne connaissiez pas avant, et que tous ces gens chantent ensemble, et c'est une émotion d'une force. Et puis j'ai fait ça. Donc après, j'ai travaillé comme ça sur pas mal de films. Et puis j'ai travaillé sur le film Pentimento. C'était mon dernier casting figuration. Là, j'ai rencontré Antoine Decaune. Il m'a dit, on est une petite chaîne de télé, on démarre, est-ce que tu veux venir avec nous? C'était Canal+. Ça m'a permis de faire la bascule et de passer aux acteurs. Ça faisait déjà 10 ans que j'allais au cinéma, 10 ans que je regardais les acteurs travailler, 10 ans que j'allais au théâtre. Donc j'avais commencé et parce qu'il a fallu ce temps-là pour que j'aie un petit peu de confiance en moi sur ma capacité à proposer des acteurs pour assumer des rôles. C'était le temps nécessaire pour avoir suffisamment de liens avec les acteurs, pour pouvoir appeler un acteur et lui dire j'ai un scénario, c'est pour toi, faut que tu le lises. Et le plus vite possible, et voilà, je travaille avec tel réalisateur, et lui parler un peu de la personnalité du réalisateur. Donc il y a les acteurs que je connais, bien sûr, quand on démarre un film. C'est pour ça que je vous disais, il faut 10 ans. Parce que quand on démarre un film, il faut monter financièrement le film. Donc je travaille d'abord avec un producteur. Et la difficulté, c'est que les acteurs qui font le marché aujourd'hui, tout le monde les veut, donc eux reçoivent 60 scénarios par mois et il faut qu'ils lisent le vôtre suffisamment vite et que de préférence ils choisissent le vôtre. Donc il faut essayer d'être bon à l'argumentation, il faut avoir développé du temps avec les acteurs pour avoir leur confiance, leur amitié. Voilà, ça c'est pour les acteurs principaux, où là le réseau est très important. Côté réalisateur aussi, je suis allée pas mal dans les festivals, pour rencontrer des réalisateurs, pour me faire connaître aussi. Alors il y a des acteurs, il y a des acteurs qui sont plus courtisés que d'autres, plus méfiants que d'autres, ou qui ne sont pas sécures. Un exemple, le dernier. J'ai travaillé sur L'Escalier de fer pour France 3, réalisé par Denis Malval. C'était un Simenon. Grâce au festival de Valois, au festival de Patrick Georges, j'avais eu l'occasion de rencontrer Laurent Gérard, de dîner avec Laurent Gérard plusieurs fois, donc d'échanger pas mal. Donc j'ai vu ses spectacles, donc je le connaissais de l'intérieur, pas seulement à travers ses spectacles et l'image extérieure, mais tous ces moments de détente passés ensemble m'ont permis de sentir que c'était un acteur possible et qui serait parfait dans ce rôle-là. Mais ça ne suffit pas que l'acteur soit parfait dans ce rôle-là. Laurent Gérard pouvait être parfait dans ce rôle-là parce que c'était Denis Malval comme réalisateur, qui est un réalisateur très précis, très exigeant, qui est très calme, très rassurant. Et pour quelqu'un comme Laurent Gérard qui se mettait en danger sur une expérience qu'il n'avait jamais faite, c'est cette adéquation-là qui était nécessaire pour que ça marche. Et après, une fois qu'il a dit « oui, je ne sais pas, peut-être », puis oui, puis on verra, puis non. Il faut arriver, pendant les 2 mois qui précèdent le tournage, à ce qu'il ne lâche pas l'affaire. Et là, il faut être bon à l'argumentation. Par exemple, un jour, il m'appelle et me dit « je ne suis pas du tout légitime, il y a plein d'acteurs qui seront mieux que moi, je ne suis pas légitime ».
Et moi, je lui ai dit, mais attends, moi je vais te faire la liste des acteurs qui ne sont pas légitimes. Je t'assure, elle est longue. Une autre fois, il m'appelle, il me dit, je suis très fatiguée, je suis sur la fin de ma tournée, je change de ville tous les 2 jours, je suis épuisée, je ne peux pas faire ton film. Moi, formidable, ça sert le personnage, ton personnage est malade, je te rappelle, c'est très bien que tu sois fatiguée. On était à 15 jours du tournage ou 3 semaines de tournage. Il me dit, mais tu ne veux pas m'entendre, mais je suis vraiment fatiguée. Et moi, je lui ai dit, mais de quoi tu te plains? Les 3 premiers jours, t'es couché. C'était l'escalier de fer, il est toujours dans son lit, dans la chambre, au-dessus, avec sa femme qui l'empoisonne. Donc moi, ça m'arrangeait qu'il soit fatigué, qu'il soit épuisé. J'ai réussi à avoir confiance en lui pour lui, à lui rappeler que, voilà, quand l'acteur n'a pas confiance, il faut que vous ayez 2 fois plus confiance. Quand on travaille sur un film, on a 2 interlocuteurs. Il y a le producteur. Il y a le producteur sur les rôles principaux, puis ça dépend sur quoi je travaille. Si c'est pour la télévision, par exemple, sur une série, c'est le producteur qui est le patron. C'est le producteur, parce que je me souviens, je commençais une série et j'avais dit au producteur qui me rencontrait pour me la proposer, je voudrais, avant de vous proposer une liste de noms, je voudrais déjà parler avec le réalisateur, voir sa sensibilité, avec quels acteurs il a envie de travailler. Et le producteur m'a dit, mais non, c'est avec moi que tu parles, c'est avec moi que tu fais la liste, parce que le réalisateur, il va peut-être faire les 3 premiers épisodes, mais pas les suivants. Et donc, c'est le pouvoir de décision, ça m'appartient avec la chaîne. Et j'étais très embarrassée de ça, parce que pour moi, c'est un peu à non-sens, parce que c'est le réalisateur qui passe 1 mois avec le comédien, à travailler avec lui, à être proche de lui, à le diriger. Donc la sensibilité du réalisateur, la façon dont il dirige, fait que l'alchimie va plus ou moins bien se faire. Donc pour moi, c'est important. En fonction du réalisateur, je ne propose pas le même acteur. Si je suis avec un réalisateur qui est plus autiste, ou plus sur la technique, ou qui s'exprime difficilement, je vais lui proposer un acteur plus extraverti, qui ait plus force de proposition. Alors que si je suis avec un réalisateur comme Denis Malval ou comme Polanski, qui sont justement très précis dans la direction d'acteur, un acteur qui est plus à l'écoute et qui conviendra aussi mieux. Ce qui est compliqué quand on distribue les rôles principaux, ce qui est très compliqué, c'est quand vous faites un film choral. Les acteurs les acteurs qui sont à mi-chemin, qui veulent absolument devenir vedettes, enfin qui essayent de construire leur notoriété, ne veulent pas, veulent la vedette, quoi. Veulent la vedette. Ce qui est compliqué, ce qu'il faut savoir observer, c'est les acteurs qui jouent perso, qui veulent exister à tout prix et qui ne jouent pas avec l'autre. Et ça, il vaut mieux le savoir avant. Pareil, pour savoir quel acteur mettre en face. Parce que ça peut aussi très mal se passer. Pour l'ego des acteurs, c'est vrai que s'ils n'avaient pas d'ego, ils ne seraient pas acteurs. Après, c'est plus ou moins important. Et on peut gérer ça. Ce qu'il faut faire attention, c'est qui on fait travailler avec qui. C'est vraiment ça qui fait que ça marche ou pas. Si j'ai un acteur qui a un ego très très fort, évidemment en face, je vais essayer de mettre un acteur qui est généreux, qui est très équilibré, qui est bienveillant. Et là, ça marche très bien, parce que l'autre acteur en face a de la distance par rapport à ça. Je vais sur les plateaux. Ah oui, comment je me rends compte de ça? C'est quand je fais mes castings. Très souvent, un acteur à qui j'ai déjà fait passer les essais, je lui demande de se mettre à côté de moi pour donner la réplique à l'acteur suivant qui vient pour un autre rôle. Et là, je fais très attention à la façon dont se conduit l'acteur qui est hors champ, qui est à côté de moi, s'il essaye toujours de se ramener la couverture et d'exister pour moi, ou si vraiment il est là pour l'autre et pour mettre en valeur l'autre comédien. C'est une donnée importante pour moi. Je vais aussi sur les plateaux, pas beaucoup, parce que moi je vais sur les plateaux pour causer et on me demande de me taire. Donc je viens à l'heure de la cantine et je reste un petit peu en début de journée.
et j'observe un peu tout le monde travailler ensemble. J'observe à la fois mes acteurs, comment ils se concentrent, quels sont les besoins de concentration qu'ils ont, est-ce qu'ils en ont besoin, pas besoin, est-ce qu'ils ont besoin de solitude, est-ce qu'au milieu des autres, il y a tous ces cas de figure. Est-ce qu'au milieu des autres, 5 minutes avant, ils peuvent déconner joyeusement et dès qu'on dit moteur, hop, ils sont dedans. Puis il y a les acteurs qui ont besoin d'être en repli, qui ont besoin d'être seuls, qui ont besoin de se pénétrer de leur personnage et de rester dedans. Et ça, je le vois sur le tournage, pas en préparation, pas pendant que je fais mes castings. Ça m'est arrivé de faire travailler un acteur que j'aimais pas. Ça m'est déjà arrivé de donner le rôle principal à un acteur que je ne connaissais pas avant. Je me souviens la première fois que j'ai rencontré Sagamore Stevenin. Sagamore, je travaillais sur le film de Patrick Schulman, Comme une bête. Je reçois Sagamore Stevenin parce que sur ce qui émanait de lui, il était tout à fait possible pour le personnage. Mais comme je ne le connaissais pas, je le rencontre sans le réalisateur, juste pour faire connaissance avec lui. Il s'assoit au coin de mon bureau, il commence à taper un peu sur mon bureau, mais il m'agaçait. Puis dans sa façon de s'exprimer, il m'agaçait. Et en même temps, j'avais l'intuition que c'était lui le personnage et qu'il fallait quand même que je le présente au réalisateur. Et c'était sa façon de gérer sa nervosité. Et moi, je n'arrivais pas à analyser comment il allait se conduire après, une fois qu'il allait être avec le réalisateur, avec d'autres acteurs. J'arrivais pas. Quelquefois, les acteurs se mettent un masque, et puis finalement, c'était sa façon de gérer sa nervosité, d'être insupportable comme ça. Sans doute que ça ne lui plaisait pas de me rencontrer moi, casting totalement inconnu ou presque, enfin que lui ne connaissait pas, et que le réalisateur ne soit pas là. Et c'était sa façon de manifester son désagrément. Est-ce que je suis découragée quelquefois? Pas si souvent que ça, mais quand je pense avoir trouvé l'acteur idéal et que le réalisateur me dit non, c'est pas comme ça que je le vois, et que je cherche et que j'arrive pas à trouver à comprendre sa sensibilité, et que je suis obligée de voir beaucoup d'acteurs et que je sais pas où je vais, dans quel sens. Et quelquefois, c'est pas moi le problème. Quelquefois, c'est que le réalisateur n'a pas envie de finir son casting parce qu'il est insécure et qu'une fois qu'il a fini le casting, il faut y aller. Donc, c'est décourageant. Ça peut être décourageant. Mais je ne me décourage pas facilement quand même. Alors, qu'est-ce qui est décourageant? C'est quand on fait des erreurs. Alors là, la terre s'écroule, je pense que je suis finie, que ma carrière est finie, que plus personne ne va me faire travailler, qu'on voudra plus de moi. J'ai fait des erreurs pas si graves. Des fois, j'ai fait des erreurs pas si graves, mais quand même tellement cons que j'en ai honte. Je travaille sur l'émission Groland depuis que ça existe. Et on tourne un sketch, on me demande un Indien, j'ose pas le dire tellement j'ai honte, on me demande un Indien, et moi je leur ramène un Indien, mais un Indien d'Amérique à plumes. Et en fait non, ils voulaient un Indien d'Inde. Et comme on me faisait confiance parce que je travaillais bien, parce que depuis le temps que je travaillais avec eux, quand on me demandait on travaille très vite, on travaille dans l'urgence, et j'avais 48 heures pour faire mes castings, et en même temps le réalisateur il fait le casting, il fait les repérages et tout. Et donc les acteurs arrivent sur le plateau et ils découvrent les acteurs sur le plateau, donc la faute est grave. J'en ai une autre aussi, où là c'est pas de ma faute, mais il y a peut-être eu une erreur de ma faute. Là c'était les sketchs de Carte Zéro. On loue très cher, Porte d'Auteuil, le jardin d'hiver à la Porte d'Auteuil, là, les serres du jardin d'Auteuil. On loue très cher, et Carte Zéro avait vu dans Libération qu'on avait retrouvé des Indiens qui vivaient complètement nus dans la forêt amazonienne, voilà. Non, c'était pas des Indiens, enfin c'était des Blacks qui vivaient totalement nus dans la forêt amazonienne. Donc il fallait que je trouve des hommes nus qui enfilent un étui pénien, des noirs. Donc je trouve des Blacks qui acceptent de tourner nus. Peut-être que j'ai pas trouvé nécessaire de leur parler de l'étui pénien parce que finalement je trouvais que c'était un plus. Donc je leur ai juste demandé s'ils étaient d'accord de tourner nus. Donc j'ai trouvé 10 noirs qui étaient d'accord de tourner nus. Mais ce que j'avais pas calculé, c'est qu'une fois sur le tournage,
Ils n'ont jamais voulu enfiler l'étui pénien. Tournage terminé, décor cher, et moi je prends cher dans ces moments-là. Erreur. Erreur. Parce que il faut... Ça, mais l'erreur sert toujours à quelque chose. Ça permet derrière de faire attention, à être le plus précis possible et à donner un maximum d'informations avant d'engager le lecteur. J'aime bien, quand le film est terminé, j'ai besoin même d'aller voir le film. Je veux voir le film pour voir... parce que le casting, le tournage, c'est qu'une donnée, mais ce n'est pas un film. Le scénario n'est pas un film, un scénario c'est destiné à être jeté. Donc c'est important pour moi d'aller voir le film, pas seulement pour voir ce qu'ont fait les acteurs entre ce qu'ils m'ont donné au casting et ce que le réalisateur attendait et le résultat sur le tournage, mais aussi pour voir vraiment l'univers du réalisateur et voir entre un scénario et ce que ça devient. J'aime ça, j'ai besoin de ça. Nos métiers, c'est formidable quand ça marche, parce que quand ça marche, on gagne vachement bien sa vie. On gagne très bien sa vie. Mais c'est bien qu'on gagne très bien sa vie quand ça marche, parce qu'il y a des moments où ça ne marche pas du tout, donc c'est bien d'avoir pris un peu d'avance. Mais on est très bien payé quand on fait du casting. Si on enchaîne les films, c'est vraiment bien. Les choses changent aujourd'hui. J'ai gagné très bien ma vie, je la gagne un peu moins bien aujourd'hui, tout en travaillant autant. Juste l'économie change. L'économie change parce que les régions ont pris de plus en plus de place. C'est-à-dire que quand une région investit dans un film, en contrepartie, elle demande que l'argent soit dépensé dans la région. Donc il y a beaucoup de directeurs de casting maintenant dans toutes les régions qui font le même métier que moi, qui connaissent les acteurs dans leur région. Donc moi, je distribue les rôles. Au lieu de travailler 4 semaines et de se distribuer du premier rôle au dernier rôle, c'est-à-dire 40 rôles pendant 4 semaines, je distribue tous les rôles principaux et les rôles secondaires sont distribués dans la région. Donc je suis obligée de travailler avec beaucoup plus de gens différents. Alors des fois je me fais peur, je me dis peut-être que je ne vais plus avoir de travail, plus avoir assez de travail. Et là l'inquiétude se met en place, je me dis peut-être que je suis finie, peut-être que... Je vois aussi de plus en plus de réalisateurs très jeunes, donc il y a un phénomène générationnel qui se passe. Les jeunes ont envie de travailler avec des gens de leur âge, peut-être que c'est une idée que je me fais, mais je suis habitée par cette inquiétude. Et cette inquiétude, je ne sais pas si elle est fondée ou pas, parce que je suis toujours sollicitée quand même. Je suis toujours sollicitée, puis si je me retourne derrière moi, je n'ai pas eu tellement de temps mort. Ou c'est bien, c'est des producteurs, c'est des réalisateurs. Alors pourquoi et comment? Ça, on ne le sait jamais, pourquoi et comment. Mais souvent parce qu'un producteur a vu un film sur lequel j'ai travaillé, où on lui a parlé de moi, alors il me rencontre, ou alors un réalisateur, parce que j'ai fait le film d'un copain, lui, qui lui a parlé de moi, ou parce qu'il a vu un film que j'ai fait, ou il a trouvé que j'avais une sensibilité intéressante, ou quelquefois c'est les acteurs, ou les agents aussi. Mais c'est vrai pour les acteurs, pareil. On est dans la même situation que les acteurs. Moi-même, j'ai passé un casting de directeur de casting. Et j'avais travaillé avec Thierry Binisti. C'était au film d'ici, ils avaient besoin d'un directeur de casting pour Louis XIV. Et je me suis retrouvée en situation d'essayer de prouver que j'étais la bonne personne. Ça, c'est compliqué. Et je n'étais pas en confiance parce que je savais qui étaient les 2 autres directeurs de casting qui étaient passés avant moi, que je considérais que je regardais comme peut-être meilleurs que moi. Et curieusement, ce qui m'a sauvée, ce qui a fait que ça a été moi, c'est peut-être parce que j'ai eu la sincérité de dire que j'étais nulle, j'étais nulle en histoire, que je ne connaissais pas l'histoire, et que de travailler sur ce film aurait été une formidable occasion pour moi de me documenter et d'apprendre tout ce que je ne connaissais pas. Et c'est peut-être pour cette raison-là, justement, que j'ai été choisie. On pense toujours que c'est parce qu'on est compétent, qu'on a déjà fait des films historiques, qu'on est la bonne personne. Et curieusement, ce n'est pas là où ça se passe et ce n'est pas pour ça qu'on vous choisit. Je suis assez protectrice avec les acteurs. Je prends soin des acteurs. Je les aime bien, les acteurs. Je les aime bien je détecte assez vite leurs failles, leurs fragilités, leurs sensibilités. Je sais que c'est un métier extrêmement difficile, un métier que j'aurais jamais voulu faire. Je ne voudrais pas être à leur place. J'aime être là où je suis.
diriger les comédiens, me laisser surprendre, les emmener à un endroit qui m'emmène à un autre. Et on travaille sur une scène dans des sensibilités différentes. Enfin, j'aime ce travail et je comprends que c'est vachement difficile. Et cette insécurité qu'ils ont choisie me touche. Donc, j'ai une très bonne relation aux acteurs. Je vous disais au début de l'entretien que ça fait longtemps que je suis directrice de casting. J'envisage pas de faire un autre métier. Je suis à la bonne place et j'aime le métier que je fais. Aujourd'hui, j'envisage pas du tout de changer de métier.